Salut les gens, c'est Starpu. Aujourd'hui, on va parler du nouvel ITS pour Infinity, l'ITS qui s'appelle Thunderclap, coup de tonnerre. Donc il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai l'impression que c'est un peu obscur et un peu dense pour les débutants, donc je me suis dit, on va prendre le bousin, on va détricoter, on va essayer d'expliquer, de présenter ça de façon un peu simple pour que tout le monde y voit plus clair. Donc en gros on va prendre l'ITS 13, on va expliquer ce qu'il y avait en ITS 13 et on va expliquer ce qui change et ensuite on verra les nouveautés pour que tout le monde puisse s'y retrouver facilement et faire attention aux petites modifications qui sont cachées dans l'ITS. Alors pour m'aider j'ai pris un expert, le master gamer français qui trust les podiums là, ces derniers temps, qui fait des top 1 sur top 1. J'ai nommé Quentin. Salut les gens. Alors Quentin en tant que hardcore gamer a une vision très critique sur les scénarios et puis sur l'ITS de manière générale, donc je me suis dit que ce serait un bon conseil pour voir un petit peu l'évolution de l'ITS sur cet ITS 14. Donc ce qui en ressort globalement, c'est que pas mal de gens sont dubitatifs, il y a beaucoup de choses. On se demande un petit peu la pertinence de tout ça, donc on va voir petit à petit, et on va pouvoir un petit peu éclairer la lanterne de certains. Alors globalement sur l'ITS 12 on était dans l'espace, donc on était beaucoup sur du terrain 0G. Sur l'ITS 13 on était plutôt sur une planète hostile au climat arctique, donc on avait des règles qui allaient dans ce sens là. Et là sur l'ITS 14 on revient sur du terrain 0G avec des règles qui vont dans ce sens là sur tout ce qui est en rapport avec la gravité. Alors déjà c'est un petit peu décevant parce qu'on avait déjà ça en ITS 12, on aurait aimé autre chose avec du terrain aquatique par exemple ou du terrain jungle, mais bon, pourquoi pas. Actuellement je joue Cosmoflot et Corregidor, donc le 0G ça me va très bien personnellement. Donc pour ce qui change, grosso modo on a les 20 mêmes scénarios que sur l'ITS 13, sauf que là on en a 21, donc on en a un de plus qui sera le Cryogenics, donc on en parlera plus tard. Mais sinon, les 20 autres scénarios, ce sont les mêmes que sur l'ITS 13. Donc il faut croire que Corvus Belli est arrivé sur un pool de scénarios qui juge bien équilibré et compétitif. C'est vrai qu'on avait tendance à voir certains scénarios disparaître, puis d'autres prendre la place. Là non, on a exactement le même pool. On note cependant quelques petites modifications. Donc Quentin, tu m'avais dit que tu avais noté quelques modifications, notamment sur Highly Classified. Donc maintenant, on score uniquement sur les classifiés principaux, donc les 4 objectifs qu'on a en commun avec son adversaire. Et ça rapporte plus que 3 points au lieu de 4. Et par contre, le classifié secondaire ne rapporte plus de points, mais 3. Donc voilà, c'est une petite modif qui peut passer à la trappe si on croit connaître le scénario, mais quand on s'y attarde, effectivement, ça fait un petit changement. Donc voilà, moi je trouve que 3 points sur un seul classifié, je trouve ça un peu lourd. J'arrive pas trop à cerner encore si c'est une bonne idée. Alors que je le trouvais plutôt stable comme scénario sur les TS12. Je trouvais qu'il était intéressant, qu'il amenait une vraie course. Là, j'ai peur qu'on se retrouve juste à jouer sur notre objectif secondaire. Voilà. Ouais, c'est vrai, moi c'est aussi un scénario que je trouvais assez intéressant en ITS 13. C'était assez équilibré. Et en même temps, vu qu'on savait, on pouvait lire un petit peu le jeu de l'adversaire en voyant les classifiés, vu que c'était en commun. Là, je trouve que vu que ça met un peu la primeur sur la donnée qui est cachée, ça va peut-être être un scénario qui va perdre un petit peu de son intérêt, quoi. Équilibre. Ouais, de son équilibre, de son intérêt. Et surtout de son équilibre, effectivement. À Enfin voir. voilà, faut à voir, à jouer, à tester. Du coup, ensuite, on a une petite modif sur Supremacy. Supremacy, qui est un scénario qui est extrêmement joué, voilà, qui est pas forcément un scénario très équilibré malheureusement, mais il est assez simple et il permet différents types de gameplay, différents types d'approches sur ce scénario, donc ça reste un scénario qui est apprécié. Et du coup, la seule modif qu'il y a sur ce scénario, ça va être que maintenant, l'ex-aequo sur les cartes de table en fin de round va rapporter des points. Voilà, un point à chaque, alors qu'avant, quand il y avait un ex-aequo, c'était 0. Donc ça va éviter les scores très bas, voilà, type 2 à 3 sur une victoire contre son adversaire. Ça va permettre d'arriver sur des scores plus près des 5 et plus sur des matchs un petit peu serrés. Je pense que c'est plus en accord avec la volonté de l'ITS, donc c'est juste une petite modification qui va pas changer la win ou la lose sur une partie, mais qui va plus permettre de rapporter des points dans un tournoi en ITS, quoi.
Moi, je trouve que ça redonne un tout petit peu de jus au joueur 1. Peut-être que ça évitera qu'il se fasse complètement rect parce qu'il pourra pas défendre plus de zones. Là où avant, du coup, il se retrouvait à 0 sur tout le long du scénario. Mais comme tu disais, c'est peut-être juste sur les points de tournoi que ça va jouer. Ouais. Et enfin, une dernière petite modification sur Frostbite. Donc Frostbite qui va ajouter, donc la nouvelle façon de compter les points va ajouter de l'intérêt à allumer les radiateurs et à les garder en état de marche. Donc voilà, maintenant il y a des points pour avoir autant d'unités thermiques actives que l'adversaire à la fin de la partie, 2 points, et avoir plus d'unités thermiques actives à la fin de la partie, 3 points. Ça ajoute un peu d'intérêt sur ce scénario, qui était un petit peu vu par certaines armées qui sont très à l'aise au niveau drone, îlot, tag, qui permettaient de voir ce scénario uniquement comme de la poutre. Et bah là, ça va vraiment rajouter de l'intérêt, un intérêt stratégique, et va relayer un petit peu la poutre au second plan. Donc moi, c'est un scénario que j'aime bien, Frostbite. Je trouve intéressant. Donc je suis plutôt content de cette petite variation. Moi, je suis assez d'accord avec toi. On avait tendance à vite se focaliser sur le cassage de bouche. Là, du coup, allumer les radiateurs va prendre plus de sens. Peut-être même les détruire aura plus de sens. On prendra peut-être plus de risques pour aller les détruire. Et à défendre aussi, du coup, les consoles qui permettent de les allumer. Là où ça faisait très second plan. Ouais. Et puis, il faut rappeler qu'il y a 4 radiateurs allumés, qu'il n'y a que 3 consoles. Ce qui fait que maintenant il va y avoir un petit peu une course là-dessus sur si je laisse mon adversaire allumer toutes les consoles, moi je vais me retrouver un petit peu dans la panade. Et ça équilibre un peu aussi le joueur 1, joueur 2. Parce que avant, du coup, vu qu'il y avait à la fin de la partie, enfin c'est toujours le cas, dominer la zone d'exclusion qui te donne tout de même pas mal de points. Le joueur 2, c'était plus facile pour lui d'essayer de dominer la zone d'exclusion. Là, le joueur 1 prend aussi de l'intérêt parce que ce sera celui qui pourra être le premier à allumer les radiateurs et du coup marquer les points en premier à ce niveau-là. C'est un peu un équilibre qui se fait entre le joueur 1 et le joueur 2. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Et c'est une bonne initiative. Ouais, puis je trouve ça, enfin, en plus d'équilibrer joueur 1, joueur 2, je trouve que, comme je l'ai déjà dit, je trouve que ça équilibre vraiment les différentes factions, qu'il y en a qui étaient vraiment très à l'aise sur le scénario, qui voyaient pas trop l'intérêt d'allumer, alors qu'il y en a d'autres, c'est juste la loose automatique si on n'allumait pas les radiateurs, quoi. Donc là, au moins, ça devient un problème pour tout le monde, et ça devient intéressant pour tout le monde, quoi. Alors, ensuite, on va parler des règles spéciales liées à l'ITS. Donc, je l'ai dit rapidement, on est dans une station spatiale, donc on a du 0G. Et là, en ITS 13, on avait des modifications de profil. On avait le Tactical Ride avec des règles spéciales qui concernaient les motos. Donc, les motos pouvaient choisir entre le impétueux ou non. Donc, ce qui fait que si elles choisissent de ne pas être impétueuses, et ben elles gagnaient le couvert, ce qui pouvait être intéressant avec certains profils. Et toutes les motos gagnaient le mimétisme, tout ça sans modification de coût. Alors, depuis cette règle a été entérinée, l'Army Builder a été modifié dans ce sens-là, donc toutes les motos maintenant sont automatiquement mimétiques, et les motos qui étaient déjà mimétiques avant, qui n'avaient reçu aucun bonus de cette règle, ont reçu une amélioration en coût en points. Et du coup, là, il nous propose sur cette édition, du coup en ITS 14, une nouvelle règle qui s'appellera le Takimotos, qui sera un bonus pour certains drones. Donc il faut remplir des conditions, il faut être un drone qui soit Forward Observer et qui soit Repeater. Si on a un drone qui remplit ces 2 conditions, ce drone-là gagne Marksmanship, Tactical Awareness et ECM Hacker -3. Donc ça, c'est une règle qui va s'appliquer sur toutes les parties jouées en ITS 14. Hein. C'est bien sûr, on a le fameux drone Sensor Repeater Forward Observer qui est à peu près dans toutes les factions qui va gagner cette règle. Mais on a 2-3 exceptions. Les gens ont hurlé déjà de prime abord sur P-Well. Et Quentin, tu me disais, toi, un petit peu avant que tu avais noté d'autres choses, des abus possibles, enfin des abus, des cas qui allaient vraiment être un petit peu exagérés avec cette nouvelle règle. Alors bon, moi je suis pas aussi tranché pour le coup. Je sais pas si ça a hurlé, mais c'est vrai que ça amène quelques abus. Après, je trouve que l'idée est intéressante
Et après, en fait, dans cette idée, on sent que, bah, comme souvent, Corvus a oublié 2-3 profils qui amènent des trucs un peu what the fuck. P-Well qui peut être en Fire Team et qui du coup va offrir son tactical à toute la Fire Team, plus bah, tout ce que P-Well peut faire. En Akislam, t'as le drone Rafik avec un Red Fury qui va se retrouver à envoyer 4 bastos en ignorant le couvert, qui peut en plus de ça être mis en duo avec plein de profils. Et du coup, en armée combinée, en Shavatsi aussi, a priori, tu peux prendre du coup, le M-Drone, du coup, qui est leur drone observateur, et qui peut être mis en Fire Team. Tu peux en mettre 2 avec le Guelo, du coup, tu te retrouves avec une Fire Team Aris qui vaut aux alentours de 90 points, je crois, et qui aura 5 ordres potentiels juste avec 3 figurines pour la Fire Team Aris. C'est vrai que ça fait un peu une quantité d'ordres conséquente sur l'ITS 14 pour certaines armées assez rapidement. Après, je trouve que le bonus est intéressant. Il aurait pu amener avoir plus de ces drones observateurs et un peu casser, enfin c'est sûrement ce que ça va faire, et un peu casser les jeux camo, parce que du coup le capteur qui viendra se nicher avec 2 ordres pour révéler un peu les camos au milieu de table sera conséquent. Donc ouais, on voit la volonté de faire ressortir ces drones qui avaient un peu perdu de l'intérêt à côté du flashbot hein, à 7 points. Et on peut que féliciter un petit peu cette démarche, mais c'est vrai que ça a été fait un petit peu à la zob quoi. Et le truc c'est que P-Well effectivement ça la rend pas imbuvable, mais ce qu'il y a c'est que P-Well était déjà forte, elle a été un petit peu buffée il y a un mois ou deux où elle avait reçu des nouveaux profils, la possibilité d'être en fire team, on se dit mais il n'y en avait pas besoin quoi, pourquoi ils font ça quoi. Ça fait partie des trucs où des fois c'est Corvus. Des fois, t'as l'impression ils se disent eh, tiens, on va tester ça sur la communauté, on va voir ce que ça donne. Parce qu'avant, le tag, il avait pas le plus 1 de dommage, il avait pas le tactical awareness. Tous ces bonus-là, il les a gagnés au fur et à mesure du temps. Ouais. D'abord dans les ITS, en fait. Ouais. Et des fois, t'as un peu l'impression d'être là ah, ok, bon, bah, on est les rats de laboratoire pendant 1 an. Super. Et sinon, pour les factions qui n'avaient pas ce type de drone, donc c'était Toa et Ariana, et ben ils ont reçu un tractor mule qui est maintenant Repeater et Forward Observer. On va dire qu'ils ont eu le mérite d'être là. C'est assez drôle d'ailleurs que les Toa récupèrent un drone Ariane. Oui. Ils ont pas choisi les meilleurs au marché noir, je pense. Il y avait mieux, je pense. Les Toa, ils avaient plus de thunes en fait. Comme depuis 2 ans. Les Toa, ils ont plus de thunes, ils ont rien de nouveau. Et maintenant, ils ont du Repeater en Toa, ils sont vraiment contents. Oui, bah toi aussi en Ariana. Ah ouais, ravi. Enfin bref, voilà, ça c'était pour Takimotos. Donc ça, je rappelle, c'est une règle qui concerne toutes les parties ITS 14. Ouais. Ensuite, on a depuis l'ITS 13 des petits profils gratos qui sont ajoutés en fonction des scénarios. En ITS 13, on avait le Bike Recon. Donc c'est une règle qui s'applique sur certains scénarios uniquement et qui donnait la possibilité d'avoir une moto gratos. Donc c'était le Motorized Bounty Hunter. Donc ça a fait un petit peu queener parce que vu que c'est un profil qui a booty reroll, et ben en fonction du jet de booty, ça pouvait un petit peu créer un déséquilibre entre les deux joueurs. Donc il y en a un qui pouvait... Enfin moi je me rappelle d'une partie que j'ai perdu il y a pas très longtemps contre Ayadan en tournoi, où moi j'ai droppé plus 1 d'armure sur ma moto et lui il a droppé mimétisme -6. Il m'a littéralement rasé 80% de mon armée avec uniquement la moto parce que c'est un petit peu difficile à gérer le mimétisme -6 en Ariadne. Donc en plus c'est dans les mains d'un bon joueur, ça devient tout de suite compliqué. Donc ça c'était le Bike Recon hein, ITS 13 et donc ça c'est fini. On est passé maintenant sur 2 nouveaux profils. Donc on a le Security Detachment. Donc ça vous le verrez sur certains scénarios. Et c'est un CSU. Alors le CSU, pour ceux qui connaissent, c'est une espèce de pom-pom de Neoterra. Sauf que là, le profil, c'est pas tout à fait le même que le CSU de Neoterra, parce que celui-là, il a terrain 0G, hein, forcément, on est dans l'espace.
il est irrégulier parce qu'il faut quand même pas déconner quand on donne un profil gratos, et il est spécialiste. Sinon, il a à peu près accès au même équipement que la figurine officielle, hein, c'est-à-dire notamment un profil qui est intéressant avec Nanopulseur et Breaker Combi Rifle. Et il a Metachemistry qui peut donner des bonus intéressants. Et là où je trouve ça sympa, c'est que les bonus apportés par Metachemistry sont tous assez intéressants et il n'y a rien de vraiment pété. Globalement, on va arriver sur des trucs beaucoup moins abusés que ce qu'on pouvait avoir avec la moto. Alors moi, globalement, en fait, je suis pas fan du délire. Tenez, on vous offre une unité sur ce scénario. Ceci dit, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est moins pire que la moto parce que effectivement la métachimie est moins déséquilibrée. C'est souvent toujours un peu intéressant, pas toujours pété, mais toujours sympathique de le prendre. Du coup, si l'autre a un truc un peu meilleur, bah c'est pas si grave. Après, voilà, bah, c'est un CSU, c'est un pom-pom plus quoi. Bah, pareil, le CSU peut rentrer dans des Fireteam si ton armée a des Fireteam linkables avec les CSU. Et puis bah moi je trouve ça chiant quoi. Ouais, Voilà, je mesure pas ça, encore la portée de ce que ça va changer. Mais après, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas fan non plus de la mécanique de rajouter des profils. Surtout que Back Recon, c'était un motorisé Bounty Hunter. Même si l'ITS 13 est terminé, tu vas être amené potentiellement à la rejouer si tu joues plusieurs armées, quoi. Mm. Le CSU, bah, si tu joues pas Neoterra, il te sert à rien, quoi. Bon, bah voilà, quoi. Bon, un truc intéressant qui casse pas trop pattes à un canard, mais bon, il a le mérite d'être là, on va dire. Pourquoi pas. Ouais, bah pourquoi pas, mais enfin après voilà, moi c'est plus c'est la mécanique, enfin l'idée globale de dire, tenez, on vous rajoute une unité pas dans les scénarios. Je trouve pas ça transcendant. Et vu que l'ITS 14 est dans l'abus complet, on n'a pas un, mais deux profils gratos sur cette saison. Donc sur d'autres scénarios, on a la règle Corsair. Et la règle Corsair, c'est un Bashi Bazook gratuit. Donc dans le même principe que le Back Recon ou Security Detachment. Donc voilà, on a un Bashi Bazook, donc c'est une figurine originaire de Kapu Kalki, hein, tu me dis si je me trompe, hein, tu connais sûrement mieux que moi les hacks islamites. C'est ça. Et c'est peu ou prou le même profil que celui qui est en Kapu Kalki. Donc voilà, hein, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est un parachutiste qui bénéficie de holomasque et holoprojecteur et qui bien sûr est terrain 0G. Donc il n'a pas un équipement hyper létal ou un équipement qui fait hyper peur. Mais moi j'ai noté quand même une version avec un breaker pistol à plus un burst qui me paraît pas dégueulasse. Et un AP rifle. Et un AP rifle, voilà. Donc celui qui a le breaker pistol a aussi un AP rifle, donc voilà, c'est intéressant. Alors moi, le Corsair, là je suis vraiment dubitatif sur cet ajout. Parce que je pense que déjà pour des joueurs qui jouent un petit peu régulièrement, c'est pas tout le temps facile de résoudre des situations un peu compliquées avec un holoprojecteur. Quand on a l'habitude, ça se fait. Mais voilà, on va arriver dans un cas où bah, les débutants vont jouer des profils qui sont pas l'habitude de jouer, parce que c'est pas tout le monde qui a des holomasques, c'est pas tout le monde qui a des holoprojecteurs. Et on va arriver, à mon avis, en tournoi dans plein de situations hyper pénibles à régler avec ces profils-là. Pour moi, c'est un petit peu une connerie. Encore une fois, le Bashi Bazook, c'est quand même un profil qui est pas du tout courant. Donc ça va faire acheter une figurine qui, après la saison, ne servira à rien. Donc voilà, je suis pas du tout emballé par cet ajout. Toi, t'en penses quoi? Bah déjà une figurine offerte, donc bon bah déjà moi je trouve ça pas ouf. Après l'avantage c'est qu'il n'y a pas de jet de butin ou de métachimie. Bon, effectivement c'est un profil pas du tout facile à utiliser. Du coup ça va amener des interactions que des joueurs ont pas l'habitude forcément d'utiliser. Et quand tu vas dire aux gens hey, venez à mon tournoi et que tu vas avoir un scénario avec des Bashi Bazook, le gars il va se gratter 2 minutes la tête pour trouver toutes les interactions à faire avec et tout ça. Quand t'es vétéran, je pense que ça va être intéressant
Parce que du coup, tu pourras soit t'amuser à le garder en l'air, mais tu pourras aussi t'amuser à le garder sur le terrain avec toi pour feinter des figurines. Ça va amener un peu de profondeur de gameplay sur certains aspects, mais je pense que y a des joueurs, ça va les perdre. Ouais, moi je vois les parties merdiques à se prendre la tête avec les débutants. Et enfin, quand je dis débutants, je me mets dedans, hein, parce que moi je joue pas d'Holomask et d'Holoprojecteur. Il y a plein de cas de figure. Pourtant, je commence à avoir un petit peu de bouteille dans le jeu. Et il y a plein de questions qui se posent comme ça. Et je pense que si moi je me les pose, il y a pas mal de gens qui vont se les poser, quoi. Parce que quand t'affrontes une faction où il y a du Holomask et du Holoproj, quand t'as un truc en face de toi, tu te doutes. Tu te dis, bah potentiellement, ce que je vois, c'est pas ce qu'il y a vraiment. Par contre, quand tu vas affronter, je sais pas, style Phalanx, c'est que tu vas avoir deux Atalantes bien placés en face, bah je pense que tu vas te faire des nœuds au cerveau pour gérer ça, quoi, potentiellement. Et là, tu rajoutes un niveau de complexité tellement énorme pour une seule figurine qui va pas apporter grand chose au scénario. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, quoi. Je suis assez d'accord. Peut-être qu'on fera une vidéo à la fin de la saison pour dire, eh si finalement c'était pas si mal. Et ben, tu sais Bon, j'y quoi, crois pas trop. on fera une vidéo pour présenter l'ITS 15 et on fera une rétrospection de l'ITS 14 si tu veux. On pourra faire ça. Ouais, Surtout que maintenant les gros tournois reviennent, du coup ce sera cool. ouais, c'est un peu violent là, cette rentrée là, ça y va dur, hein. Du coup, et bah, pour ne rien gâcher, on a toujours notre tourelle, donc je vais pas m'attarder dessus, hein, la défensive turette F13. Donc voilà, la petite tourelle qu'on a en bonus sur certains scénarios. Ça, elle était déjà là en ITS 13. Pas grand chose à dire là-dessus, à part que régulièrement les joueurs l'oublient, hein. Et il en reste, et il en Et reste. c'est pas fini, et c'est pas fini. Du coup, Et il pour en reste. la suite, on va parler des terrains. Donc, comme je l'ai dit en introduction, sur l'ITS 13, on était en territoire antarctique. En gros, c'est les figurines qui avaient Climbing Plus, ou terrain total, ou terrain montagne, gagnaient plus 1 en speed sur leur profil, sur la première valeur de mouvement. J'ai fait pas mal de parties, hein, sur cet ITS 13, notamment en tournoi, et je pense que 90% des joueurs l'oublient systématiquement, le territoire antarctique. Je pense que ça dépendait des scénarios. Ouais, moi c'est vrai que sur Uxia, Euh, quand je faisais mes petits tricks en début de partie pour aller grappiller un point de scénario dès le début ou aller casser une console, c'est vrai que j'avais tendance à y penser, mais c'était le début de la partie. Après, j'oubliais souvent. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Des fois, je l'avais en tête parce que sur le moment, j'avais réfléchi un plan de jeu en conséquence et après, il partait, on sait pas trop où. Ouais, voilà. Et il s'oubliait. Moi, j'ai jamais joué le nounours, par exemple, avec cette de speed, tu vois, alors que sur le nounours, ce serait tellement fort, mais bon, non, j'ai pas pensé, quoi. Et du coup, bah, on a troqué le territoire antarctique contre deux terrains, voilà, parce que pourquoi faire simple? Donc on a le terrain gravité nul et le terrain gravité faible. Voilà, c'était. J'espère que vous n'êtes pas perdu parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Euh, donc, donc le terrain gravité nul, c'est l'équivalent du territoire antarctique. Donc là, c'est super saut par contre. Terrain total et terrain 0G. Qui gagnent plus 1 en speed sur leur première valeur de mouvement. S'ils avaient mis ça, on aurait pu comprendre. Je pense que on aurait oublié, comme le territoire antarctique, ce serait bien passé, quoi, tout va bien. Donc je note quand même que Super Saut, la Cosmoflotte, elle est pas mal avantagée, hein. Encore une fois, on a pas mal de profils avec Super Saut. Et on a un deuxième terrain, donc, qui est le terrain gravité faible. Ici, c'est les troupes qui ont terrain 0G ou terrain total gagnent automatiquement la règle Super Saut. Donc c'est très différent de la mécanique de terrain gravité nul et c'est juste bon à s'embrouiller. Donc je le rappelle, les règles de terrain ne s'appliquent pas sur tous les scénarios, ça dépend des scénarios. C'est ça qui est un petit peu difficile, c'est que en fonction du scénario, il faut penser à la règle et à la bonne. Donc moi j'estime que c'est un petit peu compliqué. À part embrouiller les gens, je vois pas à quoi ça sert, surtout que la plupart des gens ne vont pas les jouer, je pense. Il va y avoir un impact. Je pense pas que quand tu iras en tournoi, tu feras ta liste que autour de ça parce que tu auras quand même potentiellement 3 à 5 autres scénarios. Je sais pas, je pense que ça tient plus du fun qu'autre chose. Et quand tu y penseras. Et sinon, tu oublieras un peu comme avant. Après, je te rejoins sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Je trouve ça dommage. ITS 12, ils nous avaient mis 0G. Là, ils nous avaient mis montagne. Ça aurait été cool qu'ils nous sortent un truc nouveau.
Après, il y a toujours ce truc, bah, ça rajoute un truc, quoi. Ça rajoute une règle. Oui, c'est ça. Moi, Ça c'est plus rajoute une règle. l'accumulation qui me dérange plus que la règle en elle-même, en fait. Je te rejoins sur le fait que ça déséquilibre pas le jeu. Quoique Uxia avec Super Saut, je pense que ça va en faire. Moi, ça va beaucoup me faire rire, mais ça fera peut-être moins rire d'autres. Mais voilà, je te rejoins sur le fait que ça déséquilibre pas le jeu, mais que ça rajoute de la complexité pour pas grand-chose, quoi, finalement. L'intérêt que j'y vois pour le Super Saut, c'est que ça va peut-être permettre un jeu qui va se faire aussi un peu plus sur les toits. Les gens hésiteront peut-être moins à aller sur les toits, à faire un jeu plus aérien. Peut-être que ce sera plus simple d'aller chercher le hacker casse-couille là caché sur un toit, ou le Moran, peut-être, effectivement. Et on n'a pas tout dit. Et c'est pas Et on fini. n'a pas. Et c'est pas fini. Du coup, il y a, bah voilà, comme en ITS 13, il y a des zones de terrain. Donc, je sais pas comment on appelle ça, des zones de pénibilité, hein, on va appeler ça. Donc, en ITS 13, c'était du blizzard. C'était 2 zones qu'on mettait en début de la partie. Encore une fois, en fonction du scénario. C'était pas sur tous les scénarios. Et c'était du terrain difficile montagne et une zone de saturation. Du coup, là, on revient aux zones de décompression qu'on avait eu en ITS 12. Du coup, qui est une zone de terrain difficile toujours, mais 0G, et aussi une zone de saturation. Donc ça, pas beaucoup de changements. On revient sur la zone de décompression. Encore une fois, on aurait préféré autre chose, un marais ou je sais pas quoi, ou un buisson. Ça aurait pu être rigolo. Moi, j'ai jamais aimé hein, ces zones. D'ailleurs, on les oublie aussi régulièrement hein, sur les scénarios. 2 par joueur, je trouve que c'est trop. Souvent en partie amicale, on se contente d'en mettre qu'une hein, par joueur. Tout le monde est bien content en général quand on choisit de faire comme ça. Alors moi c'est marrant parce que pour le coup je suis pas d'accord. Ah, intéressant. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ouais, mais J'aime bien toi, parce parce que que y toi, tu regardes a. la table, tu vois des trucs que nous, le commun des mortels, on voit pas. Pour ça, tu te dis, ah, là, il y a un truc, si je mets une zone là, ça va bien lui casser les couilles. Nous, on les met au pif, et après, quand on met notre fire team, on se dit, ah merde, mais je l'ai mis là comme un con. Tu vois, nous, on est des bleus, on voit pas ça, tout ça. Il y a peut-être de ça, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça amène un peu des choix, ça permet de casser de casser ou de créer des spots d'aura selon tes pièces d'aura. De casser l'aura de Fireteam. Alors bon, tu vas me dire, ouais, mais c'est parce que tu joues pas de Fireteam, Ouais, effectivement. non, mais clairement, toi, quand tu joues généraliste, c'est un avantage ces zones parce que tu les mets devant tes pièces d'aura et tu sais que le mec qui va venir prendre l'opposition, eh ben, il va se retrouver avec une burst de moins et toi, ça impactera pas ta burst de 1. Par contre, quand tu joues des Fireteam, bah, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de lignes où tu as envie de le mettre, mais en fonction de ce que tu as en face, réduire sa burst de ton adversaire de 1, mais toi, diviser par 2 ta burst en Fireteam, en aura, et ben ça peut vraiment vite être problématique. Donc je comprends que toi tu trouves ça plus facile à jouer entre guillemets, mais quand on joue des fireteam et qu'on compte un peu sur ça pour pouvoir jouer en défense, et ben c'est vite problématique quoi. Ouais, mais je suis d'accord, mais je trouve que ça pousse à un peu à soigner son placement, ce qui me dérange pas fondamentalement. Surtout que le placement à Infinity c'est important. Et aussi du coup de dire, tiens, je vais le mettre à un endroit, pas pour forcément bloquer des lignes de vue, mais pour bloquer un accès et que si l'autre il arrive contre, et ben il va être soit obligé de la contourner, soit ça va l'arrêter dans son mouvement ou ça va l'obliger à réfléchir à son mouvement vers. Ouais, c'est comme ça que je les joue moi, c'est que je les mets à des zones où il aimerait passer vite, tu vois. Parce que c'est une Ouais. zone un petit peu découverte et qui sont pas à l'aise. J'aime bien les mettre là pour l'obliger à s'arrêter à un endroit qui ne l'arrange pas et lui faire perdre du temps et potentiellement prendre des auras 2 fois de suite là où il aurait pu en prendre qu'une, tu vois. Mais globalement, moi je trouve quand même que 2 chacun c'est trop, hein, souvent. Puis, C'est peut-être trop, c'est peut-être. parce que Moi, j'ai pas en de. fait, ce qui se passe, c'est que sur une table où t'as, voilà, quand t'as 4 couloirs principaux, c'est déjà beaucoup. Bah, en fait, ça te fait une zone par couloir. Au final, bah, tu te dis autant mettre une zone de saturation au milieu, on n'en parle plus quoi, tu vois. C'est... En tout cas, moi, je trouve que ça amène des choses. Peut-être en mettre moins, ça se tient, mais en avoir, je trouve ça intéressant. Ok, bon, très bien. Et c'est pas fini. Du coup, on a une petite. Et c'est pas fini, l'enfer. Et du coup, sur cette ITS 14, on a une petite nouveauté. Donc sur ITS 13, on avait déjà des profils qui, en fonction des scénarios, avaient des petits bonus. Donc on se souvient sur l'ITS 12 de l'Uber Hacker sur Mindwipe. On choisissait un des hackers qu'on avait dans son armée et il gagnait un ordre supplémentaire, une espèce de tactical awareness.
et un programme de piratage pour remplir la mission. Donc moi je trouvais ça plutôt intéressant sur le scénario. Tout le monde savait que sur Madwipe il y avait un Uber Hacker. Sur l'ITS 13, on a Frostbite qui est arrivé, on a eu le Snow Ops. Donc le Snow Ops, il avait la particularité de pouvoir résister au froid de fin de partie, un tactical awareness aussi, et la capacité d'être un spécialiste. Donc, Alors c'était pas un tactical, mais oui. ouais, Dans c'est un... l'idée, c'est ça. Ouais, on peut pas l'utiliser en Fireteam. Et en ITS 14, ils ont vu que c'était un concept qui plaisait bien. Du coup, ils ont introduit le concept de Master Breacher. Donc voilà, Master Breacher, ça va être un profil un petit peu buffé. Donc ça va être sur le même principe. On choisit une figurine à la fin du déploiement et on dit ceci est mon Master Breacher. Donc il va remplacer le Snow Ops sur Frostbite. Donc il n'y aura plus le Snow Ops, ce sera un Master Breacher. Et il y aura un Master Breacher sur d'autres scénarios. Et globalement, qu'est-ce que c'est un Master Breacher? Il gagne terrain 0G et une charge creuse. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on se demande un petit peu l'intérêt, parce que ça, voilà, il y a des profils qu'on a envie de voir avec des charges creuses. C'est vrai que certaines sectorielles ont un petit peu du mal sur certains scénarios, notamment sur Frostbite, où il y a des factions qui ont beaucoup de mal à avoir des charges creuses pour aller défoncer les radiateurs adverses. Et ben là, ça donne un petit peu les outils pour, et le terrain 0G. Moi, je trouve que le limiter au scénario où c'était du coup type Frostbite parce que ça t'immunise au froid et tout, je trouvais ça intéressant. Là, je pense que j'ai un peu peur qu'en fait les gens s'en servent pas du tout pour aller détruire les radiateurs ou quoi en fait, et que ça devienne un truc pour optimiser un profil qui est déjà opti en fait. Je pense que ça va finir comme ça. C'est possible, ouais. Bon, du coup, en ITS 14, on garde toujours l'Uber Hacker hein, aussi, donc que sur Madwipe. Et on gagne un nouveau profil qui gagne un bonus. Comment s'appelle cette règle? Bah, tout simplement le Evo Hacker bonus. Donc, c'est sur certains scénarios, tous les Evo Hackers, hein, parce qu'il n'y a pas que des drones, qui gagnent tout simplement un ordre. Donc j'avoue que c'est quelque chose que je comprends pas trop, c'est quoi l'intérêt, surtout que les... Enfin moi je trouve, comme on en a parlé dans la vidéo sur le hacking, les drones Evo c'est quelque chose qu'on voit assez... Enfin qu'on voit beaucoup plus sur les tables maintenant qu'il y a beaucoup de hacking, quelque chose qui gagne de l'intérêt. J'ai pas de raison de booster ça pour que les gens achètent à tout prix des drones Evo quoi. Donc surtout que en Ariana, vu qu'on n'avait pas d'hacker Evo, bah ils nous ont donné un profil qui est vraiment tout moisi pour un intérêt qui est nul. Enfin voilà, on n'a pas d'îlot à protéger du hacking, on n'a pas de drone pour leur mettre marksmanship, et on n'a pas de saut de combat non plus. Donc est-ce qu'il y avait besoin de rajouter ça? Alors parce qu'en plus c'est un deuxième ordre régulier, c'est même pas un tactical. Tu sais, tu pourrais te dire c'est un tactical, c'est que pour lui. Est-ce que c'est pour pouvoir vraiment faire un switch de programme attaque-défense? Mais là, vu que c'est deux ordres réguliers, on n'est pas vraiment dans ce cas de figure où c'est que pour lui. Mais moi en Ariana, à aucun moment je vais sortir un hacker qui coûte un point de cap pour gagner un deuxième, enfin un ordre bonus quoi. Donc Surtout je qu'en me dis que plus, c'est hyper déséquilibré. Il y a des factions qui ont déjà un intérêt à mettre un drone Evo qui vont avoir le bonus, et il y en a d'autres qui vont devoir se forcer ou alors renoncer à cet ordre. Donc là où le Master Breacher, le CSU, le Corsair, c'est des bonus qui servent à tout le monde, là je trouve que c'est hyper déséquilibré comme intérêt quoi. le Evo se voyait plus, je suis d'accord. Mais est-ce que ça va vraiment changer sur l'ensemble des parties? Surtout que c'est que sur certains scénarios. Je sais pas. Je vais pas, ça va pas m'amener à le mettre plus ou moins dans mes listes. C'est à la fois un peu anecdotique, à la fois pas trop, et à la fois pas sur tous les scénarios. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a encore des Et trucs? non, c'est pas fini. On va parler des réelles nouveautés. Donc on a quand même un nouveau scénario. Donc ça c'est un petit peu particulier, c'est que jusqu'à maintenant les ITS avaient 20 scénarios. Donc moi j'ai toujours cru que c'était pour pouvoir tirer le scénario OD avec son copain quand on commence une partie hein, entre potes. Et bah faut croire que non, parce que là cette année on a 21 scénarios, exactement les 20 mêmes scénarios que l'année dernière comme on l'a déjà dit, et on a en plus un scénario qui s'appelle Cryogenics. Alors, que dire?
Quand j'ai vu ce scénario, je me suis dit, très bien, Suprématie, c'est un scénario qui est beaucoup joué, que les gens apprécient parce que il est facile à prendre en main, c'est un scénario qui est dynamique, il y a différentes façons de l'aborder, etc. Mais il est quand même assez déséquilibré, et quand je l'ai lu, j'ai cru voir une tentative de rendre le scénario plus équilibré. Je me suis dit, c'est intéressant, j'ai envie de tester ce scénario pour voir ce que ça dit, et voir si effectivement c'est un Suprématie plus équilibré. Et ben en fait, pas du tout. J'ai testé ce scénario la semaine dernière et ce qui en ressort, c'est que globalement, c'est un scénario qui est complètement what the fuck. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. C'est un suprématie en beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de paramètres qui rentrent en compte pour un scénario qui devient, en plus d'être toujours déséquilibré comme suprématie, il devient complètement random et on peut se retrouver en début de partie avec un énorme désavantage ou un gros avantage par rapport à son adversaire sans réelle raison. Parce que le problème de suprématie, c'est que il y a un gros avantage pour le joueur 2, parce que vu qu'on score à la fin de tous les rounds, le deuxième joueur peut se contenter de réagir au placement de son adversaire, éliminer ce qui l'embête là où ça l'embête, et venir placer un petit peu les points qu'il faut aux bons endroits pour scorer très facilement. Là où le joueur 1 doit faire all-in quasiment à tous les tours pour espérer marquer des points. Et c'est contrebalancé par le fait que le joueur 1 a plus de facilité à prendre les consoles. Là, Cryogenics, le joueur 1, pareil, donc il y a des cartes de table où on marque des points. Mais là, le joueur 1, là où il va avoir l'avantage, c'est de pouvoir aller ouvrir les consoles. Donc à la place des consoles, on a des tech coffins où il y a potentiellement à l'intérieur une HVT, donc un civil. Et sachant qu'au total, il y a 2 civils pour 4 tech coffins. Et le joueur 1 va pouvoir aller ouvrir en premier les tech coffins pour voir s'il y a une HVT dedans. Et potentiellement se retrouver avec les HVT sur son terrain, donc de son côté de table, pour pouvoir scorer plus facilement, parce que les cartes de table qui comptent pour les points sont les cartes de table où il y a les HVT. Sauf que ils se sont dit que ça faisait un avantage un peu trop gros pour le joueur 1, donc ils ont rendu le jet de dés asymétrique, c'est-à-dire que jusqu'à 13, la tech coffin est vide, et au-dessus de 13, votre tech coffin contient une HVT. C'est-à-dire que le joueur 1 va se retrouver dans la situation où il va vouloir utiliser son avantage d'être joueur 1, aller ouvrir la tech coffin, il a plus d'une chance sur 2 de se retrouver avec une tech coffin vide. S'il réitère sur son autre tech coffin, qui va se retrouver aussi potentiellement vide, et du coup l'adversaire qui aura l'avantage de pouvoir jouer deuxième aura plus qu'à ouvrir ses tech coffins à lui, se retrouver avec les 2 HVT dans ses cartes de table, et tout simplement attendre juste devant sa zone de déploiement pour marquer des points. Et l'adversaire va devoir venir, contrairement à Suprématie où il peut déjà empêcher l'adversaire de marquer des points en restant dans ses cartes de table à lui. Là non, il va devoir à tout prix aller dans les cartes de table adverses pour aller dégager l'adversaire de ses propres cartes de table pour marquer des points. Donc on voit vite que là où le joueur 2 n'aura qu'à dépenser 1 ou 2 ordres pour passer ses figurines de sa zone de déploiement à la zone à contrôler, l'adversaire, lui, devra dépenser beaucoup plus d'ordres pour exposer beaucoup plus ses figurines pour un résultat très incertain. Ce qui fait qu'au final, le jeu est vraiment très punitif sur un jet de dés qui est complètement random. Et ce qui est arrivé sur toutes les parties tests que j'ai vues pour l'instant, c'est que soit le joueur 1 a de la chance et se retrouve avec les 2 HVT de son côté et le joueur 2 est complètement un petit peu désemparé, ou il rate ses jets comme la stat le veut et se retrouve bien embêté parce qu'il doit aller dans la partie adverse. Donc pour moi, c'est un scénario qui n'a aucun intérêt par rapport à un suprématie classique. En plus, ils ont essayé de contrebalancer ça avec le fait que le joueur qui n'a pas les HVT peut quand même facilement deny des points en allant mettre son Master Breacher dans une zone de HVT, donc ça permet de marquer des points même si on contrôle pas la zone. Mais le wording est tellement compliqué qu'on a dû s'y reprendre 4 ou 5 fois avec mon adversaire pour comprendre ce qu'ils essayaient de nous dire. Donc au début, on arrivait à des résultats de fin de partie à 13 points, on s'est dit non, c'est pas possible, il y a un problème. Enfin, le scénario est vraiment très mal branlé, il est mal pensé. Ils ont dû patcher des choses qu'il y avait dans le scénario une semaine après la sortie. À l'origine, le classifié rapportait 2 points, ce qui fait qu'à la fin, on pouvait se retrouver avec 11 points. Donc ça a dû être patché, donc on voit que dans le wording, c'était pas précis, dans l'élaboration du scénario, c'était pas précis.
Je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire avec ce scénario. Pour moi, c'est le pire scénario ITS que j'ai eu l'occasion de jouer jusqu'à maintenant. Voilà. Il y avait beaucoup à dire sur ce scénario que je trouve vraiment très nul. Est-ce que, enfin, je sais que toi tu n'as pas eu le temps de le tester. Est-ce que quel est ton avis là de prime abord sur ce scénario? Bah déjà, t'as dit le pire. Il y a quand même décapitation, qui est quand même bien pire. Franchement, j'ai joué Euh, décapitation. Je joue pas souvent décapitation. En partie fun avec un pote, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, ça passe cryogénique. C'est juste de la frustration pure pour les joueurs en fait, tout simplement. Il a l'air compliqué pour pas grand chose. Effectivement, faut le relire 2 fois avant que tu fasses. Ah, ok, d'accord. Donc, machin. Disons que d'avoir un truc un peu aussi asymétrique, hasardeux et comme tu dis, et qui crée autant de frustration pour un truc qui a objectif à être une vitrine du compétitif, c'est un peu dommage. Ouais. Surtout que là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que il compte les points quand tu prends le risque d'aller ouvrir le tech coffin. Souvent, Infinity, je trouve les scénarios, ils récompensent pas la prise de risque. Et là, ils l'ont Ouais, je veux fait. bien te croire. Là, ils l'ont fait parce que du coup, tu rapportes des points si tu t'activais des tech coffins. Et si tu en ouvres 3, du coup, si tu ouvres les deux tiens plus celui de ton adversaire, tu marques 2 points que ton adversaire il pourra pas marquer. Donc ça, je trouve que c'est une mécanique qui est super intelligente. Et c'est un petit peu le genre de mécanique qui manque sur certains aux autres scénarios, je trouve. Mais à côté de ça, ils ont fait un truc complètement débile, quoi. C'est quoi cette histoire de... Quand j'ai lu le tableau, 1 à 12, vide, 13 à 20, HVT, je me suis dit, mais what? Mais pourquoi? Ah, Pourquoi? ouais, ouais, je suis assez d'accord. Surtout qu'après, en fait, si t'en as sorti 2 vides, les autres sont déjà dedans, si je me trompe pas. C'est ça, si toi t'as ouvert tes deux tech coffins qui sont vides, c'est forcément les deux autres où il y a des HVT. Et tu vois, Du le coup, truc, je c'est qu'ils comprends auraient pas mis... pourquoi ils ont pas fait de 1 à 10 et de 10 à 20. Voilà, déjà ils auraient mis 1 Du à coup, 10 ou 10 à 20, tu te dis, bon, une chance sur deux. Si tu as les deux vides, bon, bah, c'est le jeu. S'ils avaient mis de 1 à 16, à la limite, par exemple, et de 17 à 20, tu te dis, bon, le but c'est vraiment d'ouvrir les premières qui sont vides, et du coup ça te dissuade d'ouvrir en premier tes tech coffins. Donc ça t'oblige à ouvrir la tech coffin quand tu as pris place chez l'adversaire, tu t'es mis en position, ou alors tu vas ouvrir directement celle de ton adversaire pour lui deny des points, et en plus ça favorise le fait qu'elles arrivent chez toi. Donc il y a vraiment une dimension stratégique, tu vois, si tu me fais une vraie asymétrie. Mais là, c'est même pas une vraie asymétrie, c'est juste un truc où ils se sont dit, ouais, on va mettre un truc, c'est pas la moitié, mais à peu près. On sent qu'ils ont pas réfléchi au truc, quoi. Il y a aucune volonté stratégique derrière ce choix. C'est hyper décevant. J'ai testé, je tiens à préciser que j'ai gagné, que c'est mon adversaire qui a eu le tour 1 et que c'est lui qui s'est fait enfler parce qu'il a réussi à ouvrir les tech coffin, mais il a fait de 1 à 12 à chaque fois. Il a fait moins de 12. Donc moi, j'ai gagné son scénario, mais c'était frustrant de gagner de cette façon. C'est-à-dire que je dis pas ce scénario est nul parce que je me suis fait rouler dessus. C'est tout l'inverse en fait. C'est que à aucun moment il y a eu du challenge parce que j'avais aucun effort à faire pour marquer des points. Ma faire team défensive a fait 5 pouces pour prendre des couverts dans le quart de table qu'il fallait. La HVT était pile poil devant la faire team défensive. Et voilà, t'attends. et, T'attends. est-ce que la frustration aurait finalement pas été la même si toi ou lui avait pris les Tech Coffin tour 1 chez lui Ah mais et qui c'est s'était retrouvé avec les deux Tech Coffin, exactement. les Exactement. deux HVT chez lui? Est-ce que la frustration finalement aurait pas été la même Ah si du coup? complètement ouais. C'est pas parce qu'il a raté ses jets que c'est frustrant, c'est-à-dire que à peu près quelle que soit la situation, c'est frustrant. Alors ce qui est le moins frustrant, c'est bah le mec qui ouvre ses deux tech coffins, il y en a une qui est pleine, une qui est vide. Le joueur 2 il fait pareil. Il y a plus besoin de faire un jet de dés pour dire allez là ou allez là. Voilà. Dans ce cas-là, il y a plus besoin d'avoir un jet de dés. Dans ce cas-là, il y a encore moins besoin de faire un jet de dés asymétrique. Du coup, tu te dis mais pourquoi? Pourquoi ce scénario? Tu te dis pourquoi Corvus propose un scénario pas fini quoi. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est que ils ont quasiment pas touché aux 20 scénarios de l'année dernière. Tu te dis, bon, c'est un peu Alors décevant, que on aurait aimé un peu de turnover, un peu de nouveauté. Il y en a quelques-uns qui mériteraient vraiment d'être vus. Donc là, on a vu qu'ils ont fait un petit effort quand même hein, sur 2-3 scénarios. Et tu te dis, ils t'en proposent un en plus. Alors là, tu te dis, ah, enfin, un truc. Ça, c'est toute la nouveauté, elle est concentrée là-dedans.
Et en fait, c'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Et le pire, c'est que je Ouais. pense que si quelqu'un le teste et qu'il se retrouve avec une Et HVT dans chaque camp, il dira ah ouais, non, mais scénario, il y a plein de façons de gagner, c'est génial, c'est hyper intense. Mais en fait, vu que dans beaucoup de parties, tu te retrouves dans le cas où les HVT sont du même côté, tu assumes que tu sortes un scénario qui, dans 60% des cas, les gens vont passer une mauvaise partie, quoi. du coup, si tu vas chercher une HVT, que tu la 6 évac et que tu la ramènes, t'as le droit de faire ça? Alors d'après les règles, on a relu les règles, apparemment tu peux faire ça. Tu peux civ-evac une HVT. Mais dans ce cas-là, il faut Est-ce que que du coup, ça si tu... sous-entend que tu vas dans la zone adverse, tu civ-evac la figurine qui te coûte des ordres et il faut que tu la ramènes chez toi. Mais t'imagines enfin, ce que ça représente comme prise de Ah risque bah c'est par l'enfer. rapport au mec C'est- qui a juste besoin de mettre sa first team défensive devant la HVT, Bah quoi. Il y en a un, ouais, il prend vois... 0 risque et ça lui coûte 2 ordres, et l'autre il prend noir de risque et ça lui prend 15 ordres. Et voir que le gars qui a eu ses HVT chez lui il peut aussi 6 évac et la mettre au fond du fond du cadran de contrôle Ouais. pour bien ken le, pour bien ken le jeu. Puis toi, voilà, pour un peu que t'es deux poseurs de mine ou des mecs qui a des crazy koalas, et puis c'est bon, le mec qui est en face, il va y passer sa vie. Toi, t'as juste à attendre en fait. Et l'autre en face, il va venir se casser les dents. Il serait asymétrique avec la volonté directe qu'il le soit. Ce serait presque pas dérangeant Ah bah oui, finalement. parce que tu peux faire des scénarios asymétriques où bah, t'as un système d'attaque et de défense. Ça se fait dans des campagnes, etc. Mais celui qui attaque, il a 2 fois plus ou 3 fois plus de points. Ou alors, à chaque fois qu'un mec qui meurt, il revient dans sa zone de déploiement. Enfin, t'as des mécaniques comme ça pour les scénarios asymétriques. Là, t'as vraiment Ah, là, et 300 puis points là, des deux côtés, les mêmes contraintes de liste, les mêmes contraintes de tout, sauf qu'il y en a un qui attend sur place et qui doit défendre, et l'autre qui doit venir dépenser des ordres et sacrifier des bonhommes, quoi. et puis enfin surtout que je crois après peut-être que Cryogénique il est tiré de là, hein. Je crois qu'ils ont fait un appel au scénario. Alors bien fait pour nous. Moi en tout cas j'ai pas envoyé. Ah oui, c'est vrai. J'avais des idées de scénario, j'en ai pas envoyé. Donc je peux peut-être m'en prendre qu'à moi, tu vois. Ouais. Mais ils avaient fait un appel au scénario et ça se trouve il y avait des scénarios très bien dans ces scénarios-là. Putain, on est Est-ce fautif, que c'est à cause de nous. Ah non. Non, mais ça se trouve, ah t'imagines, non. ça se trouve, ils ont pris le meilleur. Ça se trouve, Ah c'était le putain, meilleur bah des. T'imagines les autres? merde, c'est inquiétant dans ce cas-là, hein, ça fait peur. Ouais. Mais ça aurait été marrant d'ailleurs qu'ils stipulent que ce scénario il était tiré de ce machin-là. Au moins, tu vois, ça nous aurait fait un petit appel du pied en disant si vous nous envoyez des scénarios, on les lit et on peut les ajouter à l'ITS quoi. Et là, tu te sens peut-être un peu écouté en tant que commu. Voilà, voilà. Mm. Donc ça, c'était notre petit retour, notre petite minute présentation de scénario. Cryogénique, Le sel. le sel. Cryocell. Donc je corrige ce que j'ai dit juste avant. Il y a bien 20 scénarios en ITS 14 que vous pouvez tirer au dé parce que vous allez ignorer cryogénique. Du coup, dans les petites nouveautés, enfin dans les grosses nouveautés quand même, on va pas être mauvaise langue. Ce qui m'a surpris quand même sur ce ITS, c'est qu'ils ont ils ont fait une petite section dans l'ITS qui s'appelle Direct Action, qui est en fait un petit pool de scénarios. Je les compte pas dans les 21 scénarios précédents. Donc c'était 4 scénarios en plus, donc en fait il y a 25 scénarios au total dans cette ITS. J'ai pas lu dans le détail les scénarios, mais de ce que j'en ai vu, c'est des scénarios qui se veulent un peu plus courts et un peu plus simples. Donc, ils ont tous en point commun le fait de ne pas avoir de classifiés. Donc, ça va bien dans le sens de scénarios pour pouvoir facilement mettre les débutants au jeu. Et c'est des scénarios qui ont tous l'avantage d'avoir la règle K-Ops, donc l'opérateur des clés, grosso modo. Donc en fait c'est une figurine qu'on choisit à la fin du déploiement qui va gagner des bonus et le Chaos gagne esquive plus 3 et tactical awareness. Et en fait grosso modo les scénarios ça va être un pseudo frontline. Alors c'est un petit peu dommage parce que les classifiés c'est un petit peu ce qui fait tout l'intérêt de ce scénario. Un pseudo décapitation pour faire plaisir à Quentin, je sais qu'il adore ce scénario.
un pseudo suprématie, voilà le scénario qui est très apprécié pour former les débutants, et un pseudo acquisition. Moi je sais que acquisition et suprématie c'est des scénarios que j'utilise beaucoup pour former les débutants et jouer avec les débutants parce que c'est des scénarios qui sont simples. Donc moi je le vois un petit peu comme ça, des scénarios un petit peu plus light, un petit peu plus faciles à appréhender et un peu moins lourds pour former les débutants. Donc je trouve ça vraiment cool parce que souvent ce genre de scénario ils étaient dans les livres de règles ou dans les livres d'initiation et ça obligeait d'avoir plusieurs supports. Là on les a en disposition gratuite sur internet dans un document ITS qui est facile à se procurer. Donc voilà, je trouve que c'est un petit plus, voilà, qui va pas concerner la plupart des joueurs. Mais voilà, on note quand même l'effort et je trouve ça plutôt pas mal. Ça fait tout de suite des scénarios que ceux qui abordent la N4 peuvent aller chercher. Donc voilà, et je sais que a priori à l'international, enfin si on peut dire à l'international, il y a des gens qui n'aiment pas les classifiés. Bah, comment Euh, ça? Qui ça? mais qui n'aime pas les classifiés, Mais quelle me idée? direz-vous? Moi j'aime bien, après je comprends qu'il y en a qui aiment pas, c'est pas tellement le souci. Mais du coup, je pense que les direct actions feront plaisir aux gens qui ne sont pas très fans. Bon, en parlant de Déjà, quoi. positif, ouais, on va faire la conclusion. Donc, on va dire en point positif, moi, ce que j'ai aimé sur CTS, c'est qu'ils aient corrigé Frostbite, Supremacy. Donc, voilà, on voit que c'est des petites modifications qui font du bien sur ces scénarios. Ils ont aussi modifié Highly Classified, même si je suis un peu moins sûr d'intérêt de la modif. Ça, ce sera à tester. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le ITS Direct Action. Moi, je trouve que c'est sympa de mettre ces petits profils un petit peu plus taillés pour le casual ou le débutant. Je trouve ça vraiment sympa de les mettre dans l'ITS. Par contre, globalement, je suis pas emballé par le reste de l'ITS parce que, à part nous mettre des couches en plus de complexité sur cet ITS qui était déjà pas hyper simple en ITS 13, voilà, il supprime le byte recon. Bon, alléluia, enfin. Mais il remplace par deux trucs, le Security Detachment et le Corsair. Le territoire antarctique qui est remplacé par le terrain gravité nulle et le terrain gravité faible. Et les bonus comme le bonus Evo et le Master Breacher, qui n'étaient pas forcément nécessaires par rapport à l'ITS 13, qui apporte pas grand chose en plus. Et en plus, ce scénario cryogénique, qui, comme tu l'as dit, qui est très compliqué pour pas grand chose, on a l'impression qu'ils ont beaucoup alourdi l'ITS 14 sans vraiment proposer quelque chose de mieux au final. Je pense que les parties en tant que telles vont pas être trop impactées parce que quand on prépare un tournoi, on peut préparer le truc. Et par rapport à l'ITS 13, au final, ça va pas changer grand chose. Mais voilà, on sait qu'en ITS 13, il y a plein de choses qu'on oubliait assez fréquemment. Les joueurs oubliaient la tourelle. Assez fréquemment, ils oubliaient les zones de blizzard. Assez fréquemment, ils oubliaient les bonus du terrain. Et là, bah, ça va juste faire plus de choses à oublier. Et je pense que c'était pas la bonne direction. En tout cas, c'était pas celle qu'on souhaitait forcément voir prendre. Déjà, le 13 était un peu chargé, je trouvais. Ouais, Le 14 est encore plus chargé en fait. ouais, Du coup, dans ton building, dans ta création de liste, tu vas devoir encore prendre des trucs en compte en plus. Alors, moi, j'aurais préféré qu'il soit plus light et qu'il revienne avec des scénarios mieux pensés et plus intéressants. ouais. Moi, je m'attendais. Enfin, moi, c'est vraiment ma déception sur ce ITS, c'est que ben, en fait, il y a pas de neuf. Ils te rajoutent des couches de superflu avec leur terrain, leur profil cadeau, machin, mais au final, les scénarios, ça reste les mêmes. Et on va Oui, rejouer les voilà. mêmes scénarios et on va refaire les mêmes listes et on va pas de nouveaux scénarios qui te mettent un challenge. Tu dis voilà, bah voilà, faut que je change ma façon de voir le truc. Faut voir un peu sur la durée. Est-ce que le changement qu'ils apportent au drone observateur, est-ce qu'il amène suffisamment dans les listes pour que ça fasse changer les listes? Est-ce que je mettrais pas moins de jetons camo pour pas lui faciliter la détection? Est-ce que ça va amener ça? Je suis pas sûr. Du coup, moi je pense que globalement, le jeu va me faire jouer les mêmes listes pour l'instant. Je vais pas mettre moins de camo, je vais peut-être juste rajouter un drone capteur dans mes listes. Enfin bon bah voilà, ma conclusion c'est bon bah on a un ITS 14, on a des nouvelles règles
à ingurgiter, mais on n'a pas de nouveaux trucs à faire. C'est ça. Ingurgité, c'est le bon mot. Ouais. Bon, C'est voilà. pour finir quand même, je tiens à préciser que l'ITS 14 est en français, traduit par notre fameux Wheezy, qui fait un taf de ouf hein, sur le forum français. Donc je vous mets le lien en description du post où vous pourrez trouver cette traduction française. N'hésitez pas à y aller, hein, ça lui fera plaisir si vous allez lui mettre un petit mot. Et aussi, je vous mettrai en lien la fiche de mémo pour l'ITS où il y a un petit peu le récapitulatif de tout ce qu'il y a comme règle spéciale par scénario. Voilà, je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous avez adoré Cryogénique ou si vous trouvez que c'est la meilleure mouture de l'ITS que vous ayez jamais vue. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, je serais quand même curieux d'avoir vos avis. Sur ce, moi je te dis merci Quentin. Merci d'avoir donné ton temps encore pour critiquer. De toute façon, dès que il faut de casser du sucre sur Corvus Belli, t'es présent toi. Ah moi j'aime bien, j'aime bien. Donc je te réinvite dès que l'occasion se présente alors. Ah bah direct, moi je signe. Dès que voilà. Ok. En toute objectivité. Ah bah oui, mais non, maintenant c'est ce qui nous caractérise, c'est notre qualité première d'ailleurs. Hein, c'est bien ça qui fait la Euh, qualité de tes interventions. Puis alors rien à voir, mais n'hésitez pas à venir au Beaujolais ou au satellite de Valence. Ouais, c'est vrai. Là-dessus. Donc si vous voulez nous voir en chair et en os, Quentin et moi, et si vous voulez qu'on vous signe des autographes, n'hésitez pas à venir au Beaujolais et au satellite à Valence. On se fera un plaisir de recevoir vos crachats, insultes, jets de légumes pourris. Voilà. Disant que on comprend rien Corvus, Ouais, qu'il faut qu'on respecte leur travail, qu'on arrête de leur cracher dessus. Mais ils méritent quand même. Alors je suis un peu. ouais. Eh ben Quentin, Bon, merci. et ben allez, à la prochaine. Allez, à la prochaine. Bisous, bisous. Au plaisir, bisous.